Bonjour tout le monde. Nous allons donc attaquer cette dernière conférence finalement de cette session du forum de la MIMS avec Antoine Greux qui s'occupe de l'innovation chez Medtronic, ce qui n'est pas une moindre affaire parce que Medtronic c'est quand même un des leaders mondiaux des technologies médicales. En cardiologie, on vous connaît parfaitement bien. Medtronic, ça a été l'inventeur du pacemaker. Il est encore actif dans le domaine de la stimulation, bien sûr, mais aussi sur les stents, sur les valves cardiaques. Donc, c'est vraiment un gros acteur et un acteur même, je dirais, de référence dans notre spécialité. Mais Medtronic, ce n'est pas, et ça c'est peut-être moins connu, ce n'est pas que d'innovation en technologie, c'est autre chose, mais je n'en dirai pas plus, parce que c'est Antoine qui va vous faire la conférence, et pas moi, bien sûr. Antoine. Parfait, merci. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, Antoine Greux, responsable innovation chez Medtronic, et je remercie bien sûr la MIMS d'avoir organisé ce forum et de nous donner la parole. Alors, je vais vous présenter le modèle innovation qu'on met en place chez Medtronic, qu'on appelle modèle innovation 4.0. Et alors, hop, voilà. Non, pour faire passer les slides, je me dirige vers la régie. Ah, il y a le petit bouton vert. Parfait, très bien. Donc, rapidement, quelques chiffres au sujet de Medtronic, donc leader mondial dans les technologies médicales. On est principalement positionné à ce jour encore dans le bloc opératoire, les salles de cathétérisme, donc au niveau de l'hôpital, mais il y a des ponts qui se créent de plus en plus avec la médecine de ville, puisque la médecine de ville est le prescripteur des soins hospitaliers. La coordination des soins est un sujet clé, d'où l'intérêt qu'on porte pour le cabinet 2030. Donc Medtronic, 91 000 salariés dans le monde. Medtronic, c'est également donc 50 centres de recherche et développement, d'où l'intérêt qu'on porte au sujet de l'innovation qui fait vraiment partie de l'ADN de Medtronic. Et chaque seconde, 2 patients sont pris en charge avec l'un de nos dispositifs médicaux. En France, Medtronic, c'est 1500 employés. On a près de 8 sites et on a 5 centres de fabrication, un grand centre de recherche et développement, notamment dans la fabrication des dispositifs médicaux qui sont utilisés pour les hernies, notamment les hernies inguinales, et qui est positionné proche de Lyon. Et également à proximité de Lyon, depuis peu, on a fait l'acquisition d'un nouveau partenaire donc, qui s'appelle MidiCrea. Je reviendrai sur cette innovation, notamment dans la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques au niveau du dos, donc des scolioses, des hernies discales, et qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet de développer des dispositifs médicaux qui sont vraiment adaptés à l'anatomie des patients. Donc on rentre vraiment dans une nouvelle ère de la chirurgie qui est l'ère de la chirurgie digitalisée et personnalisée. Donc on arrive au modèle d'innovation Medtronic, l'innovation 4.0. Pourquoi 4.0 ? Puisqu'elle est vraiment construite autour de 4 piliers qui sont clés, et les 4 piliers fonctionnent de manière simultanée. Donc le pilier technologique, Medtronic fabrique des dispositifs médicaux toujours plus innovants avec 2 objectifs, son caractère mini-invasif et puis le caractère également, la miniaturisation des dispositifs médicaux, comme on l'a vu alors récemment avec l'évolution du pacemaker chez Medtronic. Le dernier dispositif médical qui date maintenant de près de 2-3 ans, c'est le Micra, qui est vraiment un pacemaker miniature, sans fil, et qui est une vraie évolution de rupture dans la prise en charge donc, des patients. Et récemment, je reviendrai sur ce point-là, on commence à commercialiser donc, le nouveau robot chirurgical Medtronic, qui est le robot Hugo. L'innovation, elle s'inscrit également dans un parcours de soins, puisque le dispositif médical, certes, est un geste technique
au bloc opératoire, mais si on veut potentialiser et surtout maximiser les résultats pour le patient, il est clé de prendre en considération ce qui se passe en amont et en aval du bloc, et notamment de s'intéresser au parcours de soins. Donc je reviendrai sur ce point-là, et on a notamment une équipe en interne, une division qui s'appelle IHS, Integrated Health Solutions, qui accompagne les établissements de santé dans la transformation des parcours de soins. Donc le levier économique, c'est également un pilier qui est clé, puisque très souvent l'innovation, elle devance le remboursement. On se doit de faire en sorte que l'innovation soit accessible aux établissements de santé, qu'on puisse la démocratiser le plus rapidement possible. Donc on trouve des nouveaux modèles économiques qui permettent de rendre accessibles ces innovations, et notamment les nouveaux services, les nouvelles solutions, en partenariat par exemple avec des startups. On arrive donc à trouver des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles contractuels qui permettent d'intégrer ces innovations dans le système de santé. Et pour terminer, donc l'innovation, elle nécessite aussi d'avoir un état d'esprit collaboratif. On parle souvent d'open innovation, et donc on collabore avec différents partenaires. Ça va être d'autres industriels, des startups, des académiques, des scientifiques et bien sûr les professionnels de santé, les patients, pour co-développer de nouvelles solutions. Et je vous donnerai quelques exemples sur la manière dont on collabore pour co-développer ces nouvelles solutions. Donc l'innovation technologique, je l'évoquais, c'est le cœur de métier de Medtronic, c'est notre ADN. Vous pouvez le voir sur cette slide. Donc on a notamment notre nouveau robot dont on est fier, qui vient d'arriver sur le marché, qui est la plateforme de chirurgie Hugo. Et là encore, l'idée, c'est pas d'arriver avec un nouvel équipement seulement, mais également de se différencier par rapport aux acteurs historiques en intégrant la data et l'intelligence artificielle. Donc on a couplé ce nouveau robot, cette nouvelle plateforme, avec la box que vous pouvez apercevoir qui s'appelle Digital Surgery, qui est liée notamment à une acquisition d'une start-up anglaise et qui permet de monitorer, d'enregistrer l'ensemble des procédures chirurgicales. Et à l'issue de cette procédure chirurgicale, le praticien a un tableau de bord personnalisé pour revenir sur sa pratique, se comparer avec les meilleurs chirurgiens au monde, avec la guidelines également sur une technique particulière, et ainsi en capacité d'accélérer notamment sa courbe d'apprentissage, et puis de réduire ce qu'on appelle la variabilité péropératoire, la variabilité des résultats chirurgicaux, puisqu'au sein d'un même établissement, d'une même équipe, parfois on constate qu'il y a des différences importantes dans la pratique chirurgicale et dans les résultats. Donc là, l'idée, c'est de piocher dans le meilleur du geste opératoire d'une équipe chirurgicale pour derrière définir un nouveau protocole de prise en charge. J'évoquais également Medicrea, qui fait partie aujourd'hui de l'univers Medtronic et qui est une société française qui était vraiment un fleuron et qui l'est toujours de l'industrie, donc de la fabrication de dispositifs médicaux en chirurgie du rachis. Et leur différence, c'est vraiment la possibilité de développer des implants spécifiques. Aujourd'hui, quand un patient arrive dans un bloc chirurgical pour un mal de dos, très souvent le chirurgien va cintrer ce qu'on appelle la tige qui va être positionnée donc au niveau de la colonne vertébrale, et ce cintrage est très générique et réalisé sur site, donc peut prendre du temps et peut être parfois source d'erreur avec un cintrage qui est générique et qui n'est pas propre à l'anatomie du patient. Et avec cette nouvelle solution, qui est également une solution de planification préopératoire, le chirurgien adresse l'examen d'imagerie directement à une équipe experte chez Medicrea qui va réaliser ce qu'on appelle le planning chirurgical, des scénarios de prise en charge au bloc opératoire, valider avec l'équipe chirurgicale donc le meilleur planning chirurgical, la stratégie opératoire à mettre en place, et derrière va élaborer en fait un implant spécifique qui est vraiment calé sur l'anatomie du patient. Et on a également un robot en chirurgie du rachis qui s'appelle le robot Mazor, qui provient également d'une acquisition
d'une start-up israélienne, et on peut injecter ce planning préopératoire dans notre plateforme robotique pour que le chirurgien puisse être guidé pendant l'intervention chirurgicale et se caler par rapport à cet itinéraire, ce plan de vol chirurgical. Donc on le voit sur ces innovations technologiques, beaucoup proviennent d'acquisitions extérieures et certaines de ces innovations ont été vraiment co-développées aussi avec d'autres industriels et des laboratoires de recherche. Je pense au robot Hugo. À l'origine, c'est une technologie qui vient de l'industrie de l'espace, notamment un laboratoire de recherche en Allemagne avec lequel on a collaboré pour co-développer cette innovation. Donc l'innovation technologique, comme je l'évoquais, elle s'inscrit dans un parcours de soins. Si on veut tirer les pleins bénéfices de cette innovation technique, il est important de comprendre comment elle s'insère dans un parcours de soins, l'impact qu'elle va avoir sur l'organisation d'un service et sur la pratique chirurgicale. Et comme je l'évoquais précédemment, donc on a des équipes IHS, près de 200 consultants en Europe, donc des experts du parcours de soins qui ont à la fois une expertise technique, qui connaissent très bien les produits Medtronic, une expertise thérapeutique, puisqu'ils connaissent bien entendu les thérapies dans lesquelles on intervient, et ensuite une expertise dans la conduite du changement pour accompagner les équipes sur la mise en œuvre de nouveaux parcours de soins et de nouvelles organisations, pour aller bien sûr au-delà du dispositif médical et améliorer les résultats pour le patient. Pour l'exemple, l'équipe IHS a collaboré avec aujourd'hui près de 300 établissements, centres de référence en Europe. Donc vous le voyez, en France, vous avez des centres de référence comme l'hôpital Marine-Anne-Longue. On a pu collaborer sur la base d'un partenariat stratégique pour créer un centre d'excellence dans la prise en charge des patients atteints de pathologies cardiovasculaires, donc un centre d'excellence sur les valves percutanées aortiques. Et dans le cadre de ce projet, on a par exemple construit et financé une salle hybride et mis en place des parcours de soins également innovants sur l'insuffisance cardiaque, sur l'optimisation également du fonctionnement de ce nouveau plateau technique. Vous avez également l'IHU à Strasbourg sur la prise en charge des pathologies digestives, où on a pu travailler avec eux sur la réalisation de parcours de prise en charge en ambulatoire pour la chirurgie colorectale. Donc, le point de départ, c'est on prend un geste complexe qui est réalisé dans un bloc opératoire avec une DMS un peu standard, une durée moyenne de séjour qui peut être longue, et on essaie vraiment d'identifier quelles sont les meilleures pratiques, les meilleurs guidelines, les meilleurs référentiels de prise en charge qu'on va localiser dans l'établissement pour derrière améliorer la prise en charge des patients. Et à l'étranger, on a travaillé avec la Charité, avec Maastricht, avec le NHS, de nombreux centres d'excellence, toujours dans cette logique de transformation des parcours de soins. L'innovation organisationnelle et l'innovation technologique sont les deux premiers piliers. Le troisième, c'est l'innovation économique. Comme je l'évoquais, c'est bien de pouvoir fabriquer de nouveaux dispositifs médicaux. C'est encore mieux d'être en capacité de les vendre et de s'assurer derrière qu'ils puissent être accessibles au plus grand nombre. Donc il y a toujours un temps de latence entre ce que j'évoquais, l'innovation technologique et son remboursement. Et parfois, il faut imaginer des modèles économiques différents qui permettent de faire le bridge, le pont en attendant le remboursement, ou qui permettent de proposer de nouveaux services, de nouvelles solutions qui n'ont pas leur propre mécanique de remboursement. Donc pour l'exemple, Medtronic est pilote d'un article 51 sur la chirurgie bariatrique, BariaUp, en collaboration avec 3 CHU. Et donc là, l'objectif, c'est d'être en capacité d'améliorer les résultats pour le patient, de pérenniser l'impact de la chirurgie bariatrique, donc la diminution du poids des patients sur le long terme, à 18, 24 mois, voire même 36 mois.
pour innover sur le plan économique, il faut aussi innover sur le plan contractuel, dans la manière dont on signe des contrats avec les établissements de santé. Donc aujourd'hui, vous avez de nouveaux mécanismes innovants sur le plan contractuel qui permettent d'offrir ces innovations dans le cadre de ce qu'on appelle des solutions globales qui vont intégrer des équipements, qui vont intégrer des services, qui vont intégrer des solutions, et le tout, j'ai envie de dire, emballé dans un mécanisme, dans un modèle économique innovant. Donc on travaille avec les établissements sur la parution de dialogues compétitifs, de procédures concurrentielles avec négociation. Voilà, pour l'exemple, actuellement, on répond à 3 procédures, de solutions globales. Le bundle aussi, donc les industriels commencent à s'y intéresser, c'est-à-dire pour allier un service, une solution avec un produit, pour aller donc au-delà du dispositif médical et apporter encore plus de valeur aux patients, aux professionnels de santé et créer de l'impact aussi dans la prise en charge de ces patients. Donc on va lier une nouvelle solution. Par exemple, vous avez pu probablement échanger hier avec Dipsen, qui fait partie de l'accélérateur Medtronic, qui est une start-up qui propose une solution de sédation digitale, c'est-à-dire un casque de réalité virtuelle. On le propose avec certains de nos dispositifs médicaux parce que ça permet de traiter l'anxiété, de traiter le stress des patients. Quand vous avez un patient qui est allongé en table et que l'intervention se fait en anesthésie loco-régionale, l'intervention peut durer 30 ou 45 minutes. Ce n'est pas toujours agréable pour le patient. Si le patient est agité en table, le praticien peut s'y reprendre à 2 fois pour réaliser son geste opératoire. Donc on vient sécuriser le geste opératoire, améliorer l'expérience patient et améliorer donc le confort aussi du praticien grâce à cette solution. On peut proposer aussi une plateforme de suivi digital pour donc les patients et éviter ainsi les risques de complications post-opératoires. Donc le patient rentre à son domicile avec une application qui s'appelle GetReady. On a un partenariat avec une start-up qui s'appelle Maela. Et de l'autre côté, vous avez aussi une équipe de soins infirmiers qui suit les alertes et tous les risques de complications pour intervenir avant que ce risque se transforme en reprise chirurgicale, une nouvelle réhospitalisation, etc. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'anticiper le risque et d'améliorer donc les résultats patients. Et ensuite, les modèles économiques innovants. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver des modèles économiques autour, encore une fois, de notre solution globale qui sortent de l'ordinaire. Et donc, on propose, on s'engage sur les résultats et on prend des risques. Plutôt que de vendre un produit à un prix, on vend donc une solution et on vend des résultats. Donc on choisit avec l'établissement quels seront les résultats à atteindre. Très souvent, ça va être le développement de l'activité. Et ensuite, vous avez des indicateurs opérationnels qui sont choisis avec l'établissement. Ça peut être le développement de la chirurgie ambulatoire, ça peut être la diminution de la durée moyenne de séjour, le taux d'utilisation d'un équipement. Donc c'est vraiment co-construit avec l'établissement. Et on associe donc un risque, c'est-à-dire que si on atteint le résultat, Medtronic sera rémunéré à hauteur du revenu qu'on imaginait. Et si ce n'est pas le cas, Medtronic prend sa part de responsabilité. On avait dimensionné une solution qui était censée atteindre ce résultat-là. Et donc, on va prendre un malus comme on peut prendre un bonus si on dépasse le résultat qu'on s'est fixé. Et cette logique, bien sûr, est capée. Pour terminer, donc l'innovation collaborative. Alors, je pense que vous connaissez tous l'adage « seul on va vite, mais par contre ensemble on va plus loin ». Et là, l'idée, c'est que cet adage donc, s'applique aussi à l'innovation. On est convaincu que chez Medtronic, ce n'est pas seul qu'on va pouvoir transformer notre système de santé, le rendre plus pérenne. Donc l'idée, c'est de s'associer avec l'ensemble des acteurs qui transforment notre système de santé pour proposer, encore une fois, de nouvelles solutions aux établissements de santé. Et donc en France, on a mis en place une nouvelle infrastructure d'open innovation qui nous permet de collaborer efficacement avec donc les différentes parties prenantes de notre écosystème. Donc on a créé, pour l'exemple, un accélérateur à start-up
aujourd'hui qui est composé de 8 ou 9 startups qu'on accompagne quotidiennement et même en compagnonnage, puisque on identifie un référent au niveau de notre entreprise auquel on dédie du temps, on l'appelle le transformer, et qui va travailler avec la start-up pour co-développer un nouveau service. Et si ce service répond à un besoin, derrière, on va signer un accord commercial et se lancer dans une logique de co-commercialisation. Et quand ça marche en France, l'enjeu, c'est vraiment de l'internationaliser dans les autres filiales européennes de Medtronic pour offrir ce nouveau service également à nos collègues européens et permettre aux startups françaises ou européennes d'étendre également leur marché en allant donc conquérir de nouvelles parts de marché à l'international. Pour aller vite, on a également signé des partenariats avec des établissements de santé sur ce qu'on appelle des centres de prototypage. Donc l'un des enjeux de l'innovation, c'est aussi la vitesse d'exécution sur le prototypage. Donc on a des contrats, des conventions de recherche et développement qui nous permettent très vite de prototyper, de tester ces innovations sur le terrain, de recueillir de la donnée, de valider le concept avant de passer dans la phase de commercialisation et d'industrialisation. On a également bâti un écosystème avec différentes parties prenantes pour être en capacité de mettre en place donc, des projets collaboratifs. Je pense par exemple, la MIMS fait partie de cet écosystème-là. Vous avez également BPI qui fait partie de cet écosystème puisque Medtronic collabore avec par exemple des labos pharma dans le cadre de cette approche écosystémique. Et on a également des centres de recherche et développement en France qui permettent de co-développer encore une fois des nouvelles solutions. Je pense à BOPA, donc le bloc opératoire augmenté. On a un partenariat avec donc l'AP-HP. Vous avez Reliance, qui est le premier assureur des établissements de santé français. Vous avez également l'INRIA, Paris-Saclay, donc de grandes universités, de grands laboratoires de recherche et développement. Et donc ensemble, pour l'exemple, on a répondu à un appel à projet européen. On attend et on croise les doigts pour avoir une réponse positive. Et on est dans cette logique de co-développement. Nos équipes R&D Monde descendent donc à Paris, à la PHP, présentent ce qu'on appelle notre roadmap technique et technologique, et on identifie des briques qui pourraient être externalisées auprès de BOPA pour aussi accélérer notre propre roadmap de recherche et développement et bénéficier des expertises uniques qui sont présentes sur BOPA et qu'on a en France par l'intermédiaire notamment de Paris-Saclay, de l'INRIA, avec des équipes de recherche et développement et d'ingénierie uniques dans le monde. Et un laboratoire également, donc innovation, qui nous permet d'accélérer notamment le awareness de nos operating units, puisqu'on a 19 operating units au sein de Medtronic. Donc on se doit d'avoir un facilitateur comme ça pour mettre en avant notre innovation et ensuite pouvoir l'intégrer dans nos contrats commerciaux et faire en sorte que l'innovation, c'est vraiment l'objectif chez Medtronic, soit un nouveau levier commercial et nous aide sur le plan business et sur le plan partenarial. Je vais m'arrêter là et puis prendre vos questions et laisser la parole à Jean-Pierre. Merci Antoine, merci beaucoup. Nous avons un calendrier très contraint. Des questions dans la salle? Pas tout de suite. Moi, j'aurais une question. Bon, on a vu à travers votre présentation combien Medtronic était actif au-delà de l'innovation technologique et vous embrassez bien d'autres facettes de l'exercice. Vous êtes très actif, bien sûr, et très présent par essence même dans le milieu hospitalier. Et en vous écoutant, je me disais, mais alors quelle transposition peut-on faire pour le cabinet 2030, en sachant que le cabinet 2030 peut être multiforme, et certains cabinets peuvent être très bien situés dans des établissements de santé. Mais quelle est votre approche, votre vision de ce cabinet 2030, et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter au-delà de votre action dans les milieux hospitaliers? Alors, nous, le cabinet 2030 nous intéresse, comme je l'évoquais, parce que donc on s'intéresse au parcours de soins, au parcours de santé, voire même au parcours de vie. Et en amont et en aval de l'hôpital, on a donc la médecine de ville,
les médecins libéraux. Et donc, du coup, il est très important de travailler sur la coordination des soins. Pour l'exemple, aujourd'hui, on travaille dans le cadre de l'accélérateur avec des startups qui proposent des plateformes de gestion du réseau d'adressage pour faciliter la demande d'avis et notamment des demandes d'expertise auprès des cliniciens hospitaliers. Et donc, du coup, nous, on est très intéressés pour comprendre un petit peu les briques à la fois fonctionnelles et les briques techniques de ce cabinet 2030. Faire en sorte, par exemple, je vois l'icône accélérateur, que nos startups puissent imaginer, développer de nouvelles solutions aussi pour le cabinet 2030. Et on a des produits, des innovations qui pourraient également être installées dans le cabinet 2030. Je pense aux patients diabétiques, par exemple, où Medtronic fabrique donc des pompes à insuline, un capteur de glucose en continu. Donc on a ce qu'on appelle la boucle fermée avec le CareLink, qui est une solution qui permet de suivre à distance et monitorer donc l'état de santé de ces patients diabétiques, qui pourrait être transféré en partie au cabinet 2030, puisque le médecin qui suit les patients diabétiques est très souvent le médecin traitant. Et peut-être pour terminer, ce que je perçois aussi à l'étranger, ce qu'on commence à percevoir en France, c'est une externalisation de certains gestes du bloc opératoire central uniforme vers des salles techniques beaucoup plus légères qu'on appelle des surgical lounges. Ça commence à être mis en place dans certains établissements en France. Ça arrive notamment en Angleterre et on pourrait très bien imaginer demain que le cabinet de 2030 est une petite salle technique pour réaliser des gestes comme des hernies inguinales relativement simples et externaliser donc une partie de l'activité de l'hôpital vers la ville pour gagner en rapidité de prise en charge et en efficacité, voire même qualité ou expérience de la prise en charge. Merci. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, c'est des questions. Très simplement, la première, alors bravo pour cette belle démonstration de l'innovation, etc. La première que je voudrais vous poser, c'est l'acceptabilité par l'acheteur public du modèle économique que vous proposez, en fait, qui est un vrai sujet, en fait, surtout sur les innovateurs. Alors moi, je me fâche souvent avec l'acheteur public sur ce sujet-là. J'ai été une start-up très longtemps, et avoir accès au financement public et à l'achat public quand on est innovateur, c'est pas possible. Donc l'acceptabilité de votre modèle économique, en fait, comment vous faites pour vendre ce concept aux établissements? Alors, après, je peux poser les trois et je m'assois. Allez-y. La deuxième, alors j'invite tous les gens qui ne connaissent pas l'IRCAD et l'IHU à Strasbourg à participer ou à aller découvrir ce qu'est l'IHU. Enfin bon, voilà, c'est absolument fantastique. Donc je vous ai déjà croisé là-bas. Et donc je sais qu'il y a des travaux en cours sur le retour olfactif qui manque aux chirurgiens en bloc. Donc est-ce que vous avez commencé à avancer là-dessus? Et le troisième, c'est nous, on est sur des sujets de partage de données de santé. Est-ce que les données, qui ne sont pas des données de vie réelle, mais plutôt médicales, on travaille surtout sur le dossier médical partagé, peuvent contribuer à l'amélioration de vos dispositifs? Merci. Alors, exactement, 3 bonnes questions. Alors pour la première, effectivement, c'est un vrai sujet, donc l'acceptabilité de ces nouveaux modèles économiques. Alors ça prend du temps, comme toujours, dès lors qu'on est sur des innovations qui sont également culturelles, presque managériales aussi à l'intérieur des établissements de santé. Ça nécessite de faire ses preuves. Alors maintenant, ça fait 5 à 10 ans que Medtronic a initié ces nouveaux modèles économiques. Donc pour l'exemple, notre premier contrat en France a été Marine-la-Longue en 2014 ou en 2015. Et petit à petit, les résultats étant positifs, ces nouveaux modèles économiques se disséminent auprès des acheteurs et notamment des centrales d'achat. Pour l'exemple, voilà, on est en train de répondre à un appel à projet Uni-Achat sur ce modèle-là. Le programme phare, qui est un programme sur la modernisation des achats publics, met en avant ces nouveaux modèles économiques et demande donc aux établissements de tester ces nouveaux modèles qui apportent de la valeur à la fois économique et de la valeur clinique pour les établissements de santé. Et c'est un nouveau moyen qui permet d'avoir accès à l'innovation en globalisant la solution, c'est-à-dire en intégrant des équipements, en intégrant des services, en intégrant des nouvelles technologies avec ces nouveaux modèles économiques
on arrive à avoir une valeur globale économique qui est plus avantageuse qu'un marché à l'outil. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est un peu le sens de l'histoire. Et vous avez toujours des établissements pionniers. Ensuite, ça finit par se savoir dans le landerneau des acheteurs. Et vous avez 1, 2, 3 établissements qui commencent à s'y mettre. Et puis petit à petit, ça ne devient plus une modalité marginale dans les techniques d'achat, mais ça devient une technique comme une autre pour avoir accès à ce qu'on appelle la solution globale. Donc il y a quand même un temps d'acculturation. Ça prend un petit peu de temps, mais ensuite, il faut trouver les bons leaders d'opinion et ensuite aller aussi frapper à la porte des centrales d'achat qui ont une capacité d'industrialisation et une légitimité aussi à proposer ces modèles et qui recherchent des mécanismes d'achat innovants pour leurs membres. Sur le deuxième point, notamment l'IRCAD, effectivement, alors c'est un centre de formation international qui fait des petits, puisqu'aujourd'hui il y a 7 IRCAD à travers le monde. Et donc l'IRCAD accueille des chirurgiens venant d'Arabie Saoudite, d'Asie, d'Amérique du Sud. Et ça permet vraiment de valoriser l'excellence de la médecine française et de la chirurgie. Et je sais que l'IRCAD vient d'ouvrir l'IRCAD 3, avec notamment un nouvel étage dédié à la chirurgie robotique et qui va permettre de faire briller et rayonner notamment la chirurgie française à travers le monde. Et le dernier point sur les data, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc ces nouvelles technologies, je l'évoquais avec le robot, on a des données d'usage, je l'évoquais avec notre box Digital Surgery où on est sur des données également en lien avec la pratique des chirurgiens, couplées à des données de vie réelle, ça va nous permettre de mieux comprendre les usages de nos équipements pour être aussi en capacité d'avoir un feedback continu sur l'utilisation de nos équipements et vraiment les améliorer de manière instantanée, continue, itérative, en lien avec nos équipes de recherche et développement. Et quand on essaie de se positionner sur le parcours de soins, l'idée, c'est aussi d'être en capacité d'orchestrer ces parcours de soins, d'avoir des données précises, à la fois vie réelle, des données cliniques également, qui nous permettent de comprendre l'impact d'une chirurgie sur la vitesse de réhabilitation d'un patient, sur les risques de complications. Donc on s'inscrit dans cet univers-là, on essaie de récupérer également de la donnée en toute sécurité, en respectant les conditions éthiques, avec en effet les établissements de santé, où on commence à réfléchir à la conception de data lake en local, qui cumule plusieurs sources de données pour vraiment nous aider à orchestrer les parcours de soins et vraiment franchir une nouvelle étape dans cette logique d'amélioration des parcours de soins. Et la donnée sera un vrai enjeu à la fois stratégique et organisationnel. Merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, on va peut-être conclure. Moi, j'aime bien cette idée de bousculer un peu tout le monde, et notamment de bousculer les tutelles et d'aller en avant parce qu'elles sont toujours en retard. Et de passer au-delà me paraît une très bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre assistance. Merci Antoine pour cette très belle présentation. Merci beaucoup.